Merci beaucoup de cette invitation et merci de votre présence dans ce lieu merveilleux ce soir. Au bout d'une journée avec des échanges denses et riches, où dans toutes les personnes qui représentaient de multiples sociétés savantes, il y a une réflexion profonde sur les relations entre science et société. Merci aussi de m'inviter dans une salle Pétrarque. Et du coup, comme j'aime la poésie, j'ai relu certains textes de Pétrarque. Alors, je vais partager avec vous au début et à la fin de cette intervention 2 extraits. La première, c'est l'ascension du mont Ventoux. Les hommes ne se lassent pas d'admirer la cime des montagnes, l'ample mouvement des flots marins, le large cours des fleuves, l'océan qui les entoure, le cours des astres, mais ils oublient de s'examiner eux-mêmes. Donc moi, je suis chercheuse en sciences du climat et je suis venue aux sciences du climat pour beaucoup de raisons fortuites, et notamment le plaisir d'admirer les nuages, en rêvant. La beauté des nuages, ce qui suscite la curiosité pour leur fonctionnement. Et puis les nuages, c'est aussi ce qui dépose des précipitations qui sont ensuite préservées, notamment dans les régions polaires, et qui constituent cette formidable archive des variations passées du climat, donc qui constitue finalement le socle de mon travail de paléoclimatologue. Et pour préparer cette intervention, donc, je veux l'inscrire dans cette année 2025. Nous sommes dans une année charnière. 2025, ce sont les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. Sans constat scientifique, sans information scientifique, sans diplomatie scientifique, pas d'accord de Paris. Pas de fondement scientifique pour comprendre en quoi les activités humaines affectent profondément la composition de l'atmosphère et le climat de manière inédite, pas d'inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, pas de compréhension de ce qui est nécessaire pour parvenir à stabiliser le réchauffement, pas de connaissances pour savoir à quoi s'attendre, quelles caractéristiques anticiper pour renforcer notre résilience, nos capacités d'adaptation. Nous sommes à un moment critique. L'accord de Paris a 10 ans, 3 pays ne l'ont toujours pas ratifié, l'Iran, la Libye, le Yémen, et les États-Unis en sortent pour la 2e fois. C'est un moment d'attaque brutale, sans précédent, sur l'action pour le climat, aux États-Unis, mais dans le monde. Ça s'accompagne aussi d'un arrêt de l'aide au développement, d'une sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Ce ne sont pas qu'un défi pour le climat, mais c'est un défi pour de nombreux aspects liés à la santé environnementale, liés aux questions de justice sociale et la prise en compte de ces connaissances scientifiques pour éclairer les choix de société. Alors revenons à l'accord de Paris sur le climat, donc, qui a pour objectif de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés et renforcer les efforts pour le contenir à 1,5 degré. Et cet accord de Paris sur le climat, il se décline en efforts pour agir sur les causes, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur les conséquences, l'adaptation à ce climat qui change, qui va continuer à changer, tant que nous n'aurons pas atteint collectivement la neutralité carbone, et puis bien sûr les financements, et notamment les financements qui accompagnent les pays les plus fragiles. Cette année, fin 2024, début 2025, c'est aussi la première fois que le niveau de température mesuré à la surface de la Terre dépasse pour une année, pour la première fois en 2024, 1,5 degré de réchauffement. Ça ne veut pas dire que ce niveau de réchauffement en moyenne, au sens climat, sur une dizaine, une vingtaine d'années, a déjà été franchi, mais nous rentrons de plus en plus vers ce niveau de réchauffement planétaire qu'on attend sur la base de toutes les connaissances disponibles entre 2030 et 2035. Et sur la base des politiques publiques actuellement mises en œuvre, on s'attend à un niveau de réchauffement planétaire qui dépasserait 2 degrés vers 2050 et nous conduirait vers 3 degrés en fin de siècle. Et les connaissances scientifiques, elles montrent qu'il est possible d'agir. Je vais revenir dessus, qu'il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la résilience, tout en permettant à chaque personne, partout sur Terre, de vivre décemment, à condition de le mettre en priorité, de le financer, de le mettre en œuvre collectivement. Et donc, le niveau de réchauffement à venir va dépendre de ce qui va être mis en place à venir. Et si toutes les promesses qui ont déjà été faites dans le cadre de l'accord de Paris à horizon 2030 étaient tenues, eh bien on gagnerait 1,5 degré en fin de siècle. On n'irait pas vers 3 degrés, mais 2,5 degrés.
Et puis, si les promesses de neutralité carbone étaient tenues, eh bien, on irait vers 2 degrés en fin de siècle. Donc, ce qu'on fait maintenant, les années qui viennent, les décennies qui viennent, elles vont peser lourdement, en fait, ces actions ou ces inactions sur les caractéristiques à venir. Et donc, c'est pour cela que moi, je décris ces enjeux du changement climatique comme des enjeux de transformation subis. On n'agit pas, on ne se prépare pas, on subit. On subit comme à Valence, on subit comme à Los Angeles ou comme à Mayotte. On subit, crise après crise. Ou alors, on délibère collectivement, on agit. Et dans ce cas-là, il s'agit d'arriver à collectivement porter des transformations qui sont choisies et non pas subies. Comment est-ce qu'on organise des stratégies d'adaptation dans chaque contexte, dans chaque secteur d'activité? Comment est-ce qu'on met en œuvre des transitions qui soient justes et perçues comme justes pour parvenir à décarboner et faire en sorte d'engager un soutien dans la durée? Et donc on a différents mondes possibles, pas tout de suite, mais les fruits ou l'absence de fruits se verra clairement au fur et à mesure des décennies qui viennent. Et j'avais fait en fait un travail en m'interrogeant sur mon propre champ professionnel, les sciences du climat. Je m'étais dit, voilà, les sciences du climat en 2050, en fonction des mondes où on sera en 2050, elles ne seront pas les mêmes. 2050, c'est dans 25 ans, ça vient vite. C'est-à-dire c'est le moment où les jeunes scientifiques là qui font leur thèse seront des chercheurs qui ont mon âge vénérable. D'accord, donc c'est se projeter juste sur même pas un parcours professionnel complet. Et donc j'avais essayé de le formuler de la manière suivante. Dans un monde en 2050 où on a agi très lentement pour le climat, où il y a eu beaucoup d'obstructions, où on a affaibli les mécanismes de solidarité, on n'a pas anticipé suffisamment, eh bien on vivra tous avec des conditions climatiques nouvelles, inédites. On aura des écosystèmes dégradés, on perdra les contributions de la nature pour l'humanité. On vivra avec des impacts en cascade où on sera mal préparé. Cela va continuer à éroder la sécurité alimentaire, la sécurité en eau, la santé. Ça va créer des pièges de pauvreté, renforcer les inégalités territoriales, sanitaires, sociales, économiques. On aura certainement un monde avec énormément de troubles publics, des déstabilisations politiques, une augmentation des perturbations liées au changement climatique et ses caractéristiques qui s'intensifient. Et il y aura une pression croissante, finalement, à avoir peut-être des systèmes d'alerte pour ceux qui auront la capacité à se mettre à l'abri. On aura certainement des pressions à fournir des services climatiques, des informations, pour ceux qui auront les moyens de les utiliser pour agir. On aura des pressions pour l'ensemble de la communauté scientifique, pour mettre en place un peu dans l'urgence, au dernier moment, sans avoir vraiment pu réfléchir aux effets positifs, aux effets indésirables, mettre des réponses en place très brutalement, des transitions énergétiques ou autres brutales, avec une perte des options disponibles. Toutes les solutions fondées sur la nature, elles présenteront des limites avec des écosystèmes plus dégradés. C'est pas un monde souhaitable, n'est-ce pas? C'est un monde où on aura besoin des sciences du climat. Un monde où le climat change vite, fort, touche brutalement. Mais on peut aussi imaginer, vers 2050, un monde plus résilient. Un monde qui est bien engagé vers la neutralité carbone, la sortie des énergies fossiles. On pourra peut-être, comme nos collègues qui suivent la couche d'ozone, observer les signes de stabilisation du réchauffement, le ralentissement de son rythme. On utilisera les sciences du climat, du changement climatique au sens large, pour une gestion soutenable des terres, de la biomasse, des forêts, de l'eau, des écosystèmes marins pour la pêche ou l'aquaculture. On aura beaucoup d'énergie renouvelable. On aura besoin de cette capacité de prévision de la météorologie saisonnière, décennale, pour mieux gérer l'intermittence liée à la variabilité météorologique, pour guider l'accompagnement de nouveaux écosystèmes qui continueront à être bouleversés, mais qu'on préservera mieux. On aura certainement dans ce monde-là davantage d'aide aux communautés les plus pauvres, les plus défavorisées, qui seront toujours touchées davantage que les autres, mais dont on renforcera les capacités de résilience. On accompagnera des déplacements, des reculs sur les littoraux, parce que la montée du niveau de la mer, même si on arrive à stabiliser le réchauffement, elle va se poursuivre à l'échelle de siècles et de millénaires. On verra émerger de nouveaux écosystèmes, des déplacements d'espèces. Et puis on aura une recherche académique, je l'espère, neutre en carbone. Un défi majeur, une source même de tension dans le monde scientifique,
où nos propres recherches ont une empreinte carbone, comme tout dans la société. Et aujourd'hui, les recherches en sciences du climat, dans mon domaine, l'étude de la Terre depuis l'espace, le calcul, les campagnes de terrain, océanographiques ou polaires, elles sont associées à une empreinte carbone. On la mesure, on délibère. On a besoin de délibérer avec la société aussi pour réfléchir aux recherches qui font sens, finalement aux bénéfices pour la société et au coût carbone des recherches que nous faisons. Alors je reviens au monde d'aujourd'hui. Donc j'ai eu l'occasion de jouer un rôle dans des institutions à l'interface entre recherche scientifique et société. J'ai contribué à superviser des rapports du GIEC dans un cadre intergouvernemental que je décris comme une coproduction de connaissances. Quelles attentes sont exprimées par les représentants de tous les pays du monde? Quels sont les sujets qui les intéressent? Ensuite, la communauté scientifique répond au choix de préparer des rapports spéciaux ou généraux. Ces rapports sont très largement relus par la communauté scientifique, par les experts nommés par les gouvernements, et puis à la fin, on leur rend les conclusions avec un travail méticuleux pour arriver à rendre clair le degré de certitude accordé à chaque conclusion de manière rigoureuse, transparente, sur la base des publications scientifiques. Mais quand on fait ce travail-là, et qu'à la fin nos rapports sont approuvés par les représentants de tous les pays, on fait face aussi à de l'obstruction. Le constat scientifique, tout solide soit-il, peut déranger. Et même quand nos rapports sont approuvés avec parfois des concessions sur certaines formulations pour qu'elles soient acceptables par tous, par exemple, ne pas dire sortir des énergies fossiles, mais dire sortie des énergies fossiles sans captage et stockage. Et vous voyez bien le glissement sémantique. Ou bien ne pas dire une alimentation avec plus de protéines végétales et quand on en mange trop, moins de protéines animales, mais dire une alimentation saine, équilibrée et soutenable. C'est acceptable, mais ça parle moins clairement. Donc ce sont les compromis qu'on est obligé de faire. Et une fois que ces rapports sont approuvés, ils constituent un socle scientifique commun reconnu par tous. Ça permet de séparer les faits scientifiques, élaborés collectivement, des négociations internationales sur le climat. C'est une force d'avoir ce type de processus. Et les rapports du GIEC, ils ont pour mandat d'être neutres, non prescriptifs. Donc ce n'est pas une feuille de route. Ce n'est pas la marche à suivre dans un secteur donné ou pour une région donnée. Et ils sont complétés par d'autres cadres. Par exemple, le travail auquel je contribue dans le Haut Conseil pour le climat, où cette fois on passe en revue les objectifs, les stratégies, l'action de la France par rapport au changement climatique. On évalue l'efficacité des politiques publiques et là on formule explicitement des recommandations, mais à chaque fois basées sur des éléments factuels, sur des faits. On est même parfois obligé de se substituer à d'autres acteurs. Par exemple, au niveau français, on n'a pas aujourd'hui d'observatoire des impacts du changement climatique. Il y en a parfois à l'échelle de certains territoires, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques. Et donc, qui rapporte les impacts du changement climatique? Par exemple, les organisations agricoles qui rapportent les chocs sur la production alimentaire, les assureurs qui rapportent les coûts croissants des dommages. Mais il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas assurés. Et donc, dans certains cas, ce qu'on fait au niveau du Haut Conseil pour le climat est contraint par les informations factuelles qui sont disponibles, que l'on peut mobiliser. Et puis, il y a le travail aussi des groupes régionaux d'experts climat, biodiversité, cette fois-ci ancrés dans un territoire. Donc, par exemple, sur l'Île-de-France, le travail qui est fait avec la région Île-de-France ou la ville de Paris, qui est vraiment intéressant. Et je veux donner un exemple. Aucun climatologue autour de moi ne s'était posé la question de savoir si on pouvait avoir à Paris 50 degrés. Et ce sont les services techniques de la ville de Paris qui ont vu des caractéristiques de ce type se produire dans des villes, finalement, à des latitudes assez proches, et se sont dit, mais est-ce que c'est possible chez nous? Et qu'est-ce que ça impliquerait? Et donc, dans le climat d'aujourd'hui, ça n'est pas possible dans aucune des simulations disponibles à ce jour. Par contre, dans un monde 2 degrés plus chaud vers 2050, alors ça devient physiquement plausible, comme une éventualité rare, mais qui demande de bien intégrer ce que cela impliquerait en termes d'infrastructures critiques, de seuil de tolérance, les réseaux de télécommunications, les réseaux électriques, les réseaux de transport, les centres de données, les hôpitaux, les endroits qui hébergent les jeunes enfants, les personnes fragiles. Elles ne sont pas conçues pour
mettre à l'abri les infrastructures critiques ou les personnes fragiles si on atteint ce type de température. Et c'est là où je veux illustrer la coproduction de connaissances, parce que finalement, au-delà de produire cette information, eh bien, après, des opérateurs d'infrastructures critiques vont l'intégrer, je l'espère. Quand il y aura la maintenance, le renouvellement d'infrastructures, élargir les seuils de tolérance et faire en sorte que cela puisse fonctionner, même en mode dégradé, si ce type d'éventualité se produit vers 2050. Alors, quelques éléments de rappel par rapport à l'histoire des sciences du climat. L'histoire des sciences du climat, elle marque des ruptures dans notre vision du monde. 18e, 19e siècle, les travaux pionniers des naturalistes, des géologues, des glaciologues, qui ont montré que le climat n'était pas immuable, mais qu'au cours de son histoire, il avait subi des grandes variations naturelles qui ont bouleversé les écosystèmes, dont on trouve les vestiges, qui ont façonné aussi, et qui ont été façonnés par l'évolution du vivant. C'était à l'époque une rupture par rapport à une vision d'un monde religieux, créé et figé à l'identique. Ça avait donné lieu à d'immenses controverses, même dans les académies des sciences. Et puis, la compréhension du rôle de l'atmosphère, des gaz à effet de serre, établie dès la fin du XIXe siècle. On peut mentionner Joseph Fourier et d'autres. La compréhension que si on brûle des énergies fossiles, on va changer la composition de l'atmosphère, ça aura des effets sur le climat. Premières intuitions, Svante Arrhenius, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Première mesure du réchauffement dans les années 1930, Guy Calendar. Toutes les données météorologiques montraient un réchauffement sur les continents. Première mesure directe du CO2 dans l'atmosphère dans les années 1957 à la Scripps, une institution californienne de sciences. Premières alertes, premier briefing d'un président américain en 1965. Premiers travaux de modélisation du climat hérités de la prévision météorologique, de la compréhension du fonctionnement de l'atmosphère, pas uniquement pour prévoir à court terme, mais faire des simulations à plus long terme, comprendre quand on perturbe le bilan d'énergie de la Terre, comment le climat y réagit, les mécanismes amplificateurs, le rôle de la vapeur d'eau, des nuages, c'est établi depuis les années 1960. Suki Manabe, prix Nobel de physique en 2021. Premier rapport scientifique de l'Académie des sciences américaine, 1979, le rapport Charney. Toute la base des sciences du climat était là, ça n'a fait que s'affiner depuis. Dans les années 80, la mise en place du GIEC. Dans les années 1990, le progrès des sciences de l'attribution. Est-ce que vous êtes familier avec cette notion d'attribution ? Donc le système climatique, c'est un système complexe. Il produit sa propre variabilité, les vents, les courants marins, leurs interactions. Il réagit à des facteurs naturels. À très long terme, les effets de la tectonique des plaques, les variations lentes de la composition de l'atmosphère. À plus court terme, les derniers centaines de milliers d'années, l'orbite de la Terre autour du Soleil, le moteur des glaciations. Et puis, de temps en temps, une éruption volcanique, les petites variations de l'activité du Soleil, l'influence humaine. Comment, sur ce système complexe, on arrive à relier une cause et une conséquence ? Donc c'est notamment le physicien allemand Klaus Hasselmann qui a développé des méthodes rigoureuses, statistiques, pour arriver à discerner l'empreinte d'un facteur causatif ou d'une variabilité interne sur les caractéristiques observées. Ces méthodes n'ont fait que s'affiner. Et donc, qu'est-ce qu'elles montrent aujourd'hui, ces méthodes ? Donc elles montrent que si on prend les derniers 10 ans, le niveau de réchauffement planétaire, en moyenne sur 10 ans, c'est 1,2 degré. La partie attribuable aux conséquences des activités humaines, c'est 1,2 degré. D'accord ? Si on prend l'année 2024, l'année record, plus d'1,5 degré sur une année, là on a la variabilité naturelle, les événements El Niño, qui se superposent à une tendance graduelle due à l'influence humaine, et donc qui rajoutent en fait, par rapport à cette tendance graduelle, des années particulièrement chaudes. Est-ce qu'on a une accélération du réchauffement ? On n'a pas encore de réponse claire. La perturbation due aux activités humaines, gaz à effet de serre, moins de particules de pollution, exerce un déséquilibre croissant sur le bilan d'énergie de la Terre. La réponse du climat est croissante. On a quelques indices qui méritent une attention particulière, notamment un travail récent qui montre un effet amplificateur plus fort qu'on ne l'estimait précédemment des nuages bas, par exemple. Donc pour l'instant, on n'a pas de conclusion claire pour savoir si la réponse du climat est encore plus forte par rapport à ce qu'on connaissait de sa réponse à la perturbation due aux activités humaines.
Et je veux juste parler du nombre de publications scientifiques dans mon domaine. Dans les années 2000, mots-clés changement climatique, 3500 publications par an. Dans les années 2000, 2015, 30 000. 2024, 65 000. Donc plus que jamais, on a aussi besoin de ce pas de côté, au-delà de la production de connaissances, de collectivement arriver à distiller cette masse de connaissances pour arriver à discerner ce qui est robuste, solidement établi, confirmé, ce qui est nouveau, qui mérite une attention, qu'on va examiner de manière attentive, et puis parfois où on a des éléments incohérents entre eux, des études parcellaires, qu'on n'a pas encore de cadre formel pour réconcilier, et qui sont des controverses scientifiques ou des limites des connaissances. Et c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on continue à faire dans les rapports du GIEC. Alors, je reviens sur ce climat qui change, et qui change vite. Donc, quelles sont les caractéristiques que l'on voit ? Des changements généralisés, rapides, une rupture par rapport au rythme des variations passées naturelles du climat au cours des derniers milliers d'années, que ce soit pour le réchauffement de l'atmosphère, le recul des glaciers, de la banquise arctique, les aires climatiques qui se déplacent rapidement, l'accumulation de chaleur dans l'océan, son acidification, mais aussi la montée du niveau de la mer, qui résulte de la fonte des glaces continentales et de l'océan qui accumule le gros de la chaleur qui ne part plus vers l'espace. Et ça, par contre, ça accélère. Le rythme de montée du niveau de la mer, c'était 2 mm par an dans les années 90, 20 cm en un siècle. Sur la dernière décennie, c'est 4,7 mm par an. Et donc les effets commencent à devenir discernables. Les inondations chroniques à marée haute, les records de niveau marin lors des tempêtes, puisque le niveau de base monte, le record monte, quand vous avez en plus la tempête du siècle. Les intrusions d'eau salée et l'érosion des côtes sableuses, et cette région, elle y est particulièrement exposée. On a également le fait que ce climat plus chaud dope un certain nombre d'événements extrêmes. Directement, quand le climat moyen se réchauffe, vous avez toujours des extrêmes froids, mais c'est plus difficile de battre des records de froid. Par contre, vous avez de manière disproportionnée des extrêmes chauds plus fréquents, plus intenses, des nouveaux records d'intensité d'extrêmes chauds. Je pense par exemple au nombre de nuits tropicales avec la Méditerranée plus chaude, du côté de Nice par exemple, qui était spectaculaire l'été dernier et l'année précédente. Un climat plus chaud, il dope l'évaporation, la transpiration, et donc il va vider les sols plus vite de leur humidité quand il y a une période de manque de pluie. Et donc on observe une aggravation des sécheresses agricoles. Et puis une atmosphère plus chaude, elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, et donc la même tempête, le même cyclone, le même orage, dans le climat d'aujourd'hui, va donner lieu à des cumuls de pluie plus intenses quand cet événement météorologique a pu se remplir d'humidité le long de son trajet. Premier endroit où le signal est sorti, les épisodes méditerranéens au Cévenol, où en travaillant sur les records de pluie sur 24 heures, on voit une augmentation nette. Le signal commence à émerger en Essonne, par exemple, là où je vis. Et puis les conditions chaudes, sèches, venteuses, propices aux incendies augmentent. Et du côté de la Californie, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a des travaux d'attribution qui montrent que dans un climat plus chaud, on va favoriser ce type de conditions qui, lorsqu'un incendie démarre, le rendent très difficile à contrôler, avec en plus un cycle de l'eau qui est plus intense et plus variable. Et donc une année pluvieuse va donner lieu à une production de la végétation qui, lorsqu'elle dessèche après, fournit le combustible pour exacerber l'intensité de ce type d'incendie. Et la région méditerranéenne, où toutes les régions de climat méditerranéen, en Californie ou ici, sont particulièrement exposées en fait, à l'aggravation de ce risque d'incendie à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Donc, j'ai esquissé quelques-uns des exemples de ces caractéristiques qui, pour chaque dixième de degré, pour chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire, s'intensifient et vont continuer à s'intensifier. Mais ce qui fait les risques climatiques, ce n'est pas seulement ces aléas. Ce qui fait les risques climatiques, c'est la manière dont ces aléas qui changent interagissent avec l'exposition à ces aléas et avec les vulnérabilités. Qu'est-ce que ça veut dire exposition ? Plus vous construisez en zone inondable par ruissellement, plus vous êtes exposé. Plus vous avez des maisons sur des sols argileux, plus vous exposez vos bâtiments à avoir des dommages en cas de sécheresse, inondation, retrait, gonflement des argiles. 10 millions de maisons en France. L'exposition, c'est les littoraux, c'est les zones de montagne, avec le dégel des sols gelés en altitude, qui vont fragiliser la stabilité de certaines parois, par exemple. Et donc, ce que l'on voit en fait partout,
Donc l'adaptation, ça consisterait à réduire les vulnérabilités ou réduire l'exposition. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ce que l'on voit, c'est que, bien sûr, la longue histoire du développement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisation, de la gestion de l'eau, en fait, ça a permis de mettre en place une adaptation par rapport à une plage d'événements, de caractéristiques saisonnières. Mais finalement, nos infrastructures, notre aménagement du territoire, ils présentent des seuils de tolérance. Et avec ce climat qui change vite, ces seuils de tolérance sont franchis. Et c'est ça qui conduit à une aggravation des pertes et des dommages. Dans le monde, ça touche à des choses vitales. Ça touche à la sécurité d'approvisionnement en eau, comme on l'a vu dans les Pyrénées-Orientales, comme on l'a vu en Guyane, encore maintenant à La Réunion. Ça touche à la sécurité d'approvisionnement alimentaire. Pourquoi ? Eh bien, notamment parce que le changement climatique qui entraîne des pertes sur des rendements agricoles, des pertes de production, va renchérir le coût de l'alimentation, et qu'en plus, dans des territoires où les revenus dépendent directement de l'activité agricole, ils vont saper les revenus. Et donc ça fragilise la capacité à pouvoir acquérir son alimentation. C'est de cette manière-là que ça érode, notamment l'insécurité alimentaire. Ce sont des dégradations des écosystèmes. Les exemples frappants, c'est le blanchissement des coraux tropicaux, à nouveau, lors des canicules marines. C'est également la dégradation des forêts. En France, l'accroissement des forêts gérées absorbait, il y a 10 ans, à peu près 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais avec un climat plus chaud et plus sec, on a une augmentation de la mortalité des arbres, on a des forêts plus dégradées, plus sensibles aux ravageurs, une moindre croissance, puis en plus on surexploite un peu. Et en fait, on a perdu du coup la moitié de ce puits de carbone lié à l'accroissement des forêts gérées, rien qu'en 10 ans. Et là, je prends l'angle climat, mais on peut prendre d'autres perspectives sur la dégradation des forêts. Et donc, ce que j'essaie d'esquisser, c'est qu'on est concerné dans toutes les régions du monde. La France, elle n'est pas la plus vulnérable, bien sûr, mais elle est particulièrement exposée avec des points chauds en montagne, en région méditerranéenne, sur les littoraux, les petites îles, et puis des questions où on touche, par exemple, aux limites de l'assurabilité. De plus en plus de communes peinent à trouver des assureurs dans les territoires très exposés, ou alors ont des coûts d'assurance ingérables. Les coûts augmentent pour tout le monde, les particuliers, les entreprises, les franchises sont rehaussées. Et en fait, si vous perdez la capacité d'assurabilité, vous perdez la mutualisation de risques. Et donc, vous faites face à une menace d'augmentation des inégalités très fortes entre ceux qui peuvent réparer post-catastrophe avec les mécanismes d'assurance et ceux qui ne peuvent pas. Donc, l'attribution, c'est aussi arriver à relier ces dommages qui sont observés aux facteurs climatiques dopés dans un climat qui se réchauffe. Mais à quoi sert cette capacité d'attribution ? Elle sert à identifier où sont les vulnérabilités, pouvoir les identifier, pouvoir les réduire, pouvoir mesurer l'efficacité d'actions d'adaptation ou leurs limites, ou des effets indésirables, ce qu'on appelle la maladaptation. Et puis, l'attribution, c'est aussi être capable de suivre l'efficacité des politiques publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a une vingtaine de pays dans le monde dont les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de manière durable, en France, comme dans une vingtaine d'autres pays, même en tenant compte du commerce mondial. Le pic a été passé dans les années 90 en Europe. Il a été passé vers 2005 aux États-Unis. Il est imminent du côté de la Chine, qui installe des capacités massives de production de renouvelables, donc qui abat de l'utilisation de charbon pour l'électricité, et puis qui installe massivement de la mobilité électrique, qui fait que son pic pétrolier est déjà passé. Donc, on voit en fait que les politiques publiques peuvent être efficaces, notamment tout ce qui touche à la lutte contre la déforestation, tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, tout ce qui touche à un mix électrique décarboné, parfois aussi le travail des politiques publiques pour éviter les pertes ou le gaspillage. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc on sait ce qui fonctionne. Néanmoins, dans le monde, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, mais moins vite. 3/4 dus aux énergies fossiles, il faut le rappeler, charbon, pétrole et gaz, c'est ça le gros morceau de ce qui émet des gaz à effet de serre dans le monde. Et puis le système alimentaire dans son ensemble, production, transformation, stockage, ce qu'on consomme et les déchets, c'est à peu près 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ça comporte aussi des énergies fossiles.
Où est-ce qu'on en est dans la réponse concertée? La COP28, c'était intéressant pour la première fois dans le cadre des négociations internationales sur le climat, à esquisser, sur la base des connaissances scientifiques, ce qu'est une sortie des énergies fossiles. Qu'est-ce que c'est une transition énergétique? Sur le volet agricole, c'est compliqué. Il n'y a pas en fait de cadre international clair qui permet de réfléchir à ce qu'est finalement un système alimentaire plus résilient, juste, décarboné. On voit qu'on peine en fait à même esquisser collectivement ce que serait une voie collective d'avancée. Et puis de plein fouet, cette esquisse d'une sortie des énergies fossiles, elle prend de plein fouet l'élection de Trump aux États-Unis. Et si vous avez suivi les déclarations de la Maison-Blanche, les annonces, c'est vraiment le contre-pied de ce qui était décidé à la COP28. Pourquoi le contre-pied? Il y a quand même une urgence climatique. Il y a une aggravation des dommages. On voit bien qu'on n'est pas sur une trajectoire qui est souhaitable, qu'on va vers des risques graves. Déclaration d'urgence énergétique. C'est incroyable, c'est comme de la novlangue. Défaire la RSE des entreprises, défaire les normes pour l'efficacité des biens manufacturés, défaire l'installation de bornes de recharge électrique. Donc on voit bien que là, il s'agit d'une obstruction pensée, organisée, mise en œuvre, pour ralentir finalement le déploiement d'un ensemble de leviers d'action, de solutions sociales, économiques, qui s'appuient sur la nature, pour gagner du temps, pour servir l'intérêt de ceux qui dépendent le plus des énergies fossiles. C'est construit, c'est explicite, c'est mis en œuvre, nous l'observons. C'est aussi détruire le financement pour les pays les plus fragiles, donc essayer de torpiller l'action pour le climat. Et la seule décision de sortir du plan Biden de réduction de l'inflation, qui était en fait structurer une croissance verte aux États-Unis, il faut le dire de cette manière-là, ça pourrait conduire à émettre 4 milliards de tonnes de gaz à effet de serre en plus, rien que des États-Unis sur une dizaine d'années. C'est à peu près ce que les décisions de la COP28 auraient permis d'éviter. Tripler l'installation des renouvelables, doubler les gains d'efficacité énergétique dans le monde. Vous voyez à peu près l'ordre de grandeur d'une forme d'obstruction structurée, ses conséquences, et pas uniquement pour les États-Unis. Et donc je repense souvent à l'audition que j'ai eue avec 6 autres collègues impliqués dans les travaux du GIEC devant la Cour internationale de justice, qui a été saisie par l'Assemblée générale de l'ONU à la demande, au départ, de 27 étudiants en droit du Vanuatu, petite île du Pacifique. Et quels sont en fait les points clés de ce travail de la Cour internationale de justice? Quelles sont les obligations des États par rapport aux dommages graves sur le système climatique? Faire fondre la cryosphère, l'accumulation de chaleur dans l'océan, son acidification, sa perte d'oxygène, la montée du niveau de la mer, ce sont des dommages graves au système climatique. Le fait d'avoir des aires climatiques qui se déplacent rapidement, les conséquences pour la biosphère, ce sont des dommages graves. Mais aussi par rapport aux droits humains fondamentaux des générations actuelles et futures, et notamment pour les personnes qui vivent dans les contextes, les communautés, les États les plus vulnérables. Et je vous invite à regarder attentivement sur le site de la Cour internationale de justice les différentes auditions, parce que tous les points de tension géopolitiques ont été mis sur la table, mais d'une manière brutale, franche. Donc, par exemple, les États-Unis, premier émetteur historique de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, eh bien, eux considéraient, même avec l'administration Biden, que leurs obligations par rapport au changement climatique ne démarraient qu'en 2015, avec l'accord de Paris. Et maintenant, ils en sortent, donc plus rien. Et c'était en fait une position assez commune de celle de la Russie, ou bien de la Norvège, ou bien de l'Allemagne, et presque du Royaume-Uni, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu en fait des émissions historiques élevées, font tout pour torpiller cette responsabilité historique, ne pas l'avoir. Deuxième volet, tout faire pour que le commerce des énergies fossiles échappe au cadre des négociations internationales de l'accord de Paris qui porte sur les émissions territoriales. Pourtant, le tribunal de la haute mer, l'année dernière, a considéré que les énergies fossiles sont des polluants par rapport aux dommages qu'ils induisent à l'océan et aux écosystèmes marins. Un rejet de la part des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, historiques et actuels, de toute responsabilité finalement par rapport aux dommages transfrontaliers,
Comme si, une fois qu'on a émis des gaz à effet de serre, soit directement chez soi, soit en vendant des énergies fossiles, eh bien, la responsabilité disparaissait, et puis que la vulnérabilité des petites îles ou des États les moins avancés, finalement, tant pis. Et donc, ces enjeux de justice climatique ne vont faire que s'accroître. Ils ne vont faire que s'accroître dans ce contexte extrêmement polarisé. On a une fracturation du cadre du multilatéralisme, une augmentation des tensions, des conflits, l'inflation, les crises de la dette, les politiques d'austérité qui rendent très difficile de trouver des ressources pour l'action pour le climat. Et je termine en soulignant qu'il y a un potentiel technique pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre. Innovation technologique, solutions fondées sur la nature, efficacité, sobriété, donc le travail sur la demande, les transformations de société. Donc, on a bien identifié le potentiel pour chaque secteur d'activité, l'énergie, les villes, l'aménagement du territoire, le système alimentaire, l'eau, mais aussi l'industrie, les bâtiments, les transports, l'organisation sociale. On a bien identifié ce qui peut fonctionner pour être plus résilient, pour renforcer les capacités d'adaptation. Et donc, la question qui est maintenant posée, puisque le débat c'était quelle transformation aussi des relations sciences et société, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner, construire des connaissances qui soient pertinentes pour éclairer ce que vont être les leviers d'action pour construire une adaptation dans un secteur donné, dans un territoire donné, mais avec les contraintes aussi financières, les compétences, la manière d'articuler différents leviers d'action. Comment est-ce qu'on peut construire finalement des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être aussi alignées avec d'autres priorités de société, l'indépendance énergétique ou la souveraineté, l'emploi et les activités industrielles, les activités de services. Ce sont des défis qui amènent à ne pas prendre les choses en silo, mais de les regarder de manière intégrée. Et l'action pour le climat, si elle est bien menée, bien mise en œuvre, ça peut être aussi une politique de justice sociale, de redistribution, de protection des plus fragiles. L'action pour le climat, si elle est bien pensée, ça peut être aussi une politique de santé publique, un meilleur confort thermique dans les lieux où on travaille et où on vit, moins de pollution, une meilleure qualité de l'air, des mobilités actives, une alimentation saine, équilibrée et soutenable. Vous vous souvenez de ma formule tout à l'heure? C'est en fait exactement les recommandations nutritionnelles, pour vivre longtemps et en bonne santé. Mais pourtant, c'est pris en silo. C'est pris comme d'une manière qui est par le petit bout de la lorgnette, et non pas comme une vision d'ensemble, comme un projet de société dont on délibère. Et je veux terminer par revenir sur les questions d'obstruction. Nous, on est capable de poser un diagnostic sur des événements extrêmes à fort impact. En quoi l'événement lui-même a été rendu plus probable, plus intense. En quoi il pourrait être amené à se répéter dans les décennies qui viennent en fonction du réchauffement. Mais au moment des événements extrêmes, et je pense que vous l'avez vu, il y a un foisonnement de désinformation terrible qui sape en fait la capacité de réflexion collective, qui construit de nouveaux boucs émissaires. La protection de l'environnement et même les recherches sur le climat et l'environnement sont pris comme des boucs émissaires par rapport au sentiment d'incertitude, à l'effet de choc, au moment de ces événements extrêmes à fort impact. Le deuxième volet de l'obstruction, c'est aussi un ensemble de discours d'inaction qui circulent. Détourner la responsabilité, faire croire que nos propres émissions sont faibles par rapport aux autres, avoir uniquement des promesses mais pas de cadre contraignant, faire croire que c'est trop tard, que les changements sont irréversibles, qu'on ne peut pas agir, baisser les bras, ou bien faire croire que l'action pour le climat, c'est quelque chose de socialement injuste. Alors que ce qui est certain, c'est que ne pas agir, ne pas réduire les émissions, ne pas renforcer une adaptation bien pensée, il n'y a pas plus injuste en réalité. Mais ça pose donc un ensemble de défis qui posent des questions plus profondément de capacité de délibération démocratique. Et je pense que l'obstruction la plus grave, par rapport à la prise en compte des faits scientifiques, aux délibérations de société, c'est faire croire que ce n'est pas un enjeu démocratique. C'est avoir, au moment des élections, une absence de débat sur ces sujets, une absence de questionnement des candidats à des élections, des partis politiques, par rapport à ce qu'ils proposent. C'est une absence de consultation du Parlement sur la programmation pluriannuelle de l'énergie,
sur le plan national d'adaptation au changement climatique ou la stratégie nationale bas carbone. Finalement, on enlève le débat démocratique, mais on enlève aussi le rôle que les citoyens peuvent avoir, que la société civile peut avoir par rapport à ces enjeux multiples et qui nous interrogent profondément sur le rapport qu'on a aux faits, le rapport qu'on a aux connaissances scientifiques, avec, ça a été dit tout à l'heure, de nouvelles formes d'obscurantisme, mais des obscurantismes technophiles. Donc les connaissances scientifiques, on les prend quand ça crée de l'activité économique, quand ça crée de la richesse, mais quand cela demande des changements plus profonds de société, on les ignore, on les écarte, ou, comme aux États-Unis, on essaye de les détruire. Ce mot-là, vous savez, sur cette affiche, Collège des sociétés savantes académiques de France, il y a un mot, il y a interdisciplinarité, futur, partage, sciences et société et inclusivité. Aux États-Unis, si vous avez le mot diversité, inclusivité, on enlève les affiches, on enlève les sites web, on enlève les données. Il est possible qu'aux États-Unis, on enlève les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Il est possible qu'on privatise l'agence Océan-Atmosphère. En ce moment, il y a une destruction qui est prévue de l'agence de protection de l'environnement, qui produit des données critiques pour éclairer la décision publique. Et donc, je termine avec cette dernière citation de Pétrarque dans Le Chansonnier. « Oh, comme notre vie, si belle en apparence, en une matinée, perd bien facilement ce qu'en nombre d'années, à grand-peine, on acquiert. » Merci.